Bonjour à tous et bienvenue dans le studio des experts. On se retrouve, c'est la rentrée et c'est la première donc de cette saison. Pendant 1 heure, nous allons passer en revue l'actualité de la semaine, les événements de la semaine écoulée et on parlera donc de gouvernement à venir ou déjà venu, de populisme, d'école et de libération. Et avec nous pour en parler, 4 experts. Tout d'abord, Yvan Vandenberg, blogueur bruxellois du futur, puisque son blog s'appelle Bruxelles Futur. Bonjour. Oui, Mariam Benayad, à ses côtés, journaliste libre de BX1 et de La Libre. Bonjour. Bonjour. Pascal Vrébos, pas journaliste mais présentateur à RTL et auteur d'une future série Netflix consacrée à l'affaire Westphal. Et Salma Awash, chroniqueuse et créatrice du Lab et bientôt sur LN24, je crois. Bonjour à tous les 4. Bonjour. On va quand même parler de ces plus de 100 jours de crise et de négociations qui sont passés depuis les élections. 2 gouvernements sur 7 ont été formés. Il en reste encore donc 5 à former et le brouillard est toujours très épais pour le gouvernement fédéral qui s'avère être le plus compliqué à former. Alors le duo NVA-PS reste au centre de tout ce mécano compliqué. Cette alliance serait-elle la bienvenue? Voilà la réponse courte, claire, limpide de Catherine Moreau. Je vous répondrai très simplement. Si je suis amenée à un congrès de participation où le PS doit décider de gouverner avec la NVA, je voterai contre et j'expliquerai clairement aux militants pourquoi. Je pense que ce n'est pas du tout notre voie. Eh bien, quand on entend ça, on a l'impression que la crise risque de durer longtemps. Alors, Yvan Vandenberg, votre réaction par rapport à ces 100 jours de crise? Moi, je parlerai du fédéral. Il est indispensable de faire rapidement un gouvernement, mais qui ne s'occuperait que des affaires sociales et économiques, laissant toute la partie, je dirais, institutionnelle ou communautaire sur le côté, mais pas dans le frigo. En dehors du gouvernement, il faut rassembler des hommes politiques et des femmes politiques de tous les partis, mais aussi la société civile, pour réfléchir sans tabou sur l'avenir de la Belgique. Et je dis ça surtout pour les francophones qui sont généralement demandeurs de rien. Il est temps d'avoir un projet et de discuter. Et je crois que cela se fait en dehors du gouvernement. Et avec tout le monde? Avec tout le monde, oui. Vraiment un power national, si je puis dire. C'est mon avis. Mariam Benayad. Alors, vu comment ça coince, en tout cas au niveau fédéral, je me demande si c'est pas plus mal que ça coince finalement, qu'on prenne un peu le temps. On a l'habitude en Belgique d'avoir X jours de crise. C'est pas comme si c'était nouveau. Quitte à revoter, pourquoi pas. Le scénario a été évoqué. Peut-être que ça serait une solution pour que les Belges votent plutôt en âme et conscience. On verra ce que diront nos invités. Ils n'ont pas voté en âme et conscience le 26 mai? Sans doute, mais voilà, peut-être qu'il y a eu un travail qui a été fait d'information pas assez concret. La question doit se poser aussi au niveau journalistique. Mais vu le résultat des urnes, en tout cas, de façon pas objective du tout, j'ai l'impression que si ça coince, c'est peut-être pas plus mal pour le moment, mais que feront les formations politiques pour qu'on avance? Ça, c'est vraiment la grande question. Pascal Vrébos. C'est le jeu habituel. Ils se sont tapés dessus pendant la campagne électorale, ils se sont dit des horreurs. Je me souviens, j'ai demandé à Elio Di Rupo de jurer si oui ou non il irait avec les NVA. Il avait juré qu'il n'irait pas. Puis on a assisté à une série télé avec des épisodes floraux, les coquelicots, l'extrême droite au palais, les informateurs qui sont un peu comme des colombophiles qui attendent, etc. Donc tout ça fait partie de « je t'aime moi non plus, je t'aimerai peut-être », etc. Alors, le fédéral, oui, on a le sentiment que c'est les 2 grands perdants qui vont devoir se mettre ensemble parce que malgré tout, ils ne sont pas si perdants que ça, avec d'autres qui ont moins perdu. Et donc ça va sans doute prendre un temps dingue, alors que ça coûte cher, la dette augmente, le Brexit arrive et que, comme tout pays, on a besoin d'être gouverné. Alors maintenant, il y a le gouvernement wallon qui va, je pense... Mais que vont dire les politiques? Est-ce qu'ils vont toujours être dans le coquelicot? Ou bien Écolo va dire « Ah non, c'est plus coquelicot, on a dû changer ». Est-ce que les Bleus vont dire que c'est un peu plus vert? Bref, pour le public, je pense qu'à un moment donné, il faut parler vrai. Je crois qu'on attend ça. Parler vrai, dire « Oui, on a dû lâcher ceci ». Parce que. Et c'est ça qu'on attend. Donc les gouvernements se forment, mais il y aura peut-être ce mea culpa ou c'est... Pas ce mea culpa, une sorte de vérité crue. Voilà. À vous, Salma Awash. La vérité crue, c'est peut-être se demander ce qu'on va faire de ce pays et de ce système, de cette façon de gouverner. Est-ce que c'est vraiment la façon qu'on a, la meilleure façon qu'on a de se gouverner? Je ne suis plus sûre. Est-ce qu'on peut parler clairement de confédéralisme? Est-ce qu'on peut aussi donner plus d'autonomie aux régions? J'en sais rien, mais ça va de pire en pire et il faut se poser les bonnes questions. Visiblement, on n'y arrive plus. Alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue à se taper dessus, à se regarder en chien de faïence et je t'aime moi non plus et on nourrit, on a du travail tant qu'ils sont comme ça, ou est-ce qu'on se pose des bonnes questions et on assume? Enfin, le citoyen, lui, il est fatigué.
Je crois qu'il est fatigué. Il faut penser à lui quand même. On va voir si nos deux invités, eux, sont fatigués. Je les invite à nous rejoindre. Il négociera en 2014 à la hauteur de la taille de l'auteur de monde. Deux invités sont Christos Doulkeridis, le bourgmestre écolo d'Ixelles, et à ses côtés François De Smet, le député fédéral de Défi. Alors l'un est philosophe à ses heures et l'autre est philosophe de formation. Donc j'espère qu'on aura beaucoup de philosophie. Je ne suis que grec d'origine, je ne suis pas philosophe. Donc ça, c'est de formation. Hélas, oui. Eh bien, on va s'adresser au bourgmestre d'abord et écolo, parce qu'on sait qu'il y a toutes ces négociations encore qui sont en cours à la Fédération Wallonie-Bruxelles et Wallonie. On ne sait pas très bien ce qui s'y passe. On sait juste que Écolo y participe. Ces 100 jours de crise, est-ce que ça va aboutir quand même à des gouvernements qui ont du sens ? Christos Doulkeridis. Oui, c'est un peu ingrat pour vous peut-être. Je n'ai pas de nouvelles sûres à vous annoncer. Ce qui est bon signe. Oui, en tout cas, ce que je sais, c'est qu'ils négocient, elle et il négocient de manière très clair pour constituer plutôt une majorité. Je parle du côté wallon et du côté de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Rien n'indique que ça ne va pas aboutir. Donc j'espère que les travaux sont sérieux. Il y a un indice qui est plutôt positif, c'est que très peu ne filtrent de ces discussions. J'ai l'impression que vraiment la détermination existe entre les trois formations qui sont là, qui finalement essaient de prendre leurs responsabilités dans un contexte où certains ont décidé de rester sur le côté. Et puis on se rend bien compte qu'on ne peut pas simplement se dire ok, on va attendre que toutes les conditions soient idéales avant d'essayer de se lancer. En même temps, il ne faut pas y aller pour y aller, tout simplement. Et donc ça vaut la peine de bien discuter pour savoir ce sur quoi on peut se mettre d'accord pour un projet commun. François De Smet, c'est logique dans notre pays de d'abord voir des gouvernements, des entités fédérées avant de voir le gouvernement fédéral ? Comme vous savez, il n'y a aucune règle. Moi, je me souviens qu'en 99, tous les gouvernements, tous étaient prêts en moins d'un mois. En mi-juillet, tous les gouvernements étaient formés. Dans certains autres cas, vous avez des gouvernements régionaux qui se forment assez vite et qui déclenchent la mécanique du gouvernement fédéral par réaction. C'est ce qu'on a eu il y a 5 ans la dernière fois. Et là, on a encore un autre cas de figure, avec de nouveau deux écoles. Est-ce que le désordre aurait été différent si les élections fédérales et régionales auraient été dissociées ou pas? C'est un fédéralisme à deux vitesses qui a encore du mal à trouver son rythme. Ce qui est sûr, ce que tout le monde a bien compris, c'est que ça ne bougera pas de manière décisive au fédéral avant que les gouvernements régionaux entièrement soient formés. On peut le regretter, pour moi on pourrait gagner un peu de temps maintenant, mais c'est comme ça parce que chacun joue avec des parties d'échecs sur 3 ou 4 plateaux différents. Mais on voit aussi qu'il est très difficile de faire ce gouvernement fédéral. Christos Doulkeridis, Écolo, n'a même pas participé aux dernières réunions des deux informateurs, puisqu'il y a tellement d'exclusives de part et d'autre. Est-ce que vraiment vous y croyez, vous, Christos Doulkeridis, ou bien on va retourner voter? C'est-à-dire qu'il y a deux scénarios en gros. Un scénario avec la NVA, un scénario sans la NVA. Pour le moment, d'après ce que j'ai compris de la part des travaux des informateurs, ils travaillent surtout à un scénario avec la NVA. Ce n'est pas une fatalité, il peut y avoir d'autres scénarios. L'autre scénario n'est pas évoqué actuellement. Moi, je ne dis pas que c'est une erreur de travailler sur ce scénario. Il y a bien une légitimité démocratique avec le résultat des urnes. Après, il faut pouvoir être capable de former un projet sur lequel il y a suffisamment de valeurs communes qui sont partagées. Écolo est prêt à travailler avec beaucoup de partis démocratiques pour essayer de constituer des majorités. Avec la NVA, c'est extrêmement compliqué. Donc, on peut faire semblant qu'on participe pour être poli et pour dire qu'on y va. Mais l'expérience de ces 5 dernières années, ou de ces 5 dernières années, n'a pas vraiment donné des arguments pour se dire, en fait, on peut dépasser tout ça et finalement aller et discuter avec eux. Mais chez Défi, on dit à peu près la même chose. Oui, c'est effectivement avec ou sans la NVA, c'est à peu près, c'est normal. On ne peut pas reprocher aux gens d'essayer de discuter, de rassembler le premier parti de Flandre et le premier parti de Wallonie, mais moi j'observe que ça fait 3 mois, que non seulement ça ne marche pas, mais ça ne démarre même pas. Ce que les informateurs arrivent à faire au mieux, c'est de réunir quelques formations politiques le soir et de leur expliquer à quel point la situation budgétaire est critique, ce que tout le monde sait par ailleurs.
il y a tellement peu de confiance a priori qu'en effet, après 3 mois, il serait peut-être temps d'envisager les autres options. Il n'y a pas seulement une option au sein de la NVA, et le vase de Lague, évidemment, j'en parle même pas. Il y en a plusieurs. Il serait peut-être temps de passer à la seconde et d'essayer de voir si des solutions par là pourraient être possibles. Salma Awash. Alors, on l'a dit, hein, l'Europe s'impatiente, les dossiers s'accumulent. Moi, j'ai juste une question. J'ai entendu le mot projet commun. Est-ce qu'on a encore cette vision de l'intérêt général tous ensemble? Est-ce que ça existe? Vous pouvez répondre non, hein, et là on peut assumer, mais... Alors, peut-être François, de se mettre d'abord parce qu'il est au fédéral, parce que là, c'est vraiment l'endroit où ça se passe. Oui, c'est bien d'avoir 2 philosophes pour répondre à cette question. Ben, c'est tout le problème. Bardowever nous dit souvent il y a 2 démocraties dans ce pays. Moi, je ne suis pas d'accord. Je pense qu'il y a une démocratie, mais 2 opinions publiques. Et c'est vrai que vous avez des opinions publiques qui tendent à se séparer l'une de l'autre de plus en plus dans un seul système démocratique. Et vous avez raison, il manque quelque chose. L'ambiguïté que nous avons, c'est celle-là. D'une part, il y a des partis, surtout néerlandophones, qui sont toujours ou très souvent demandeurs d'une énième réforme de l'État pour plus d'autonomie, pour plus de dislocation d'État fédéral. Et les francophones, généralement, finissent par dire oui, soit à cause d'un chantage à la formation de gouvernement, ou parce qu'ils n'ont plus d'argent, parce qu'ils ont mal négocié la fois d'avant. Et on pourrait inverser la logique. Parce que d'autre part, oui, il y a des choses qui ne vont pas dans notre État fédéral. Il y a un manque de sens. Il n'y a pas assez de convergence. Est-ce qu'on ne pourrait pas, c'est la proposition que nous, des filles, on fait, on l'a fait pendant la campagne et on la refait maintenant, changer la logique, se dire on met tout à plat, on fait un gouvernement avec ou sans nous au fédéral, peu importe. Mais pendant ce temps-là, on crée une commission spéciale au Parlement qui met à plat le fédéralisme belge. Pas sur des questions identitaires ou nationalistes, mais sur l'idée qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas. Est-ce que 8 ministres de la Santé, par exemple, c'est vraiment l'idée du siècle? Est-ce qu'un RER qui met 30 ans à se mettre en place, et encore, est-ce qu'on ne peut pas concevoir qu'il y a des choses qui... Mais on prend l'efficacité des politiques. Hein, ces questions-là. Mais non, on n'a pas de réponse là-dessus. Si, on sait que c'est non. Voilà, bien sûr. Ouais, mais quand on dit on sait que c'est non, c'est qui le on? Parce que les électrices et les électeurs qui votent pour les partis qui pensent qu'il faut encore plus augmenter cette différence-là. Je ne sais pas s'ils votent pour ça ou s'ils votent sur une idée ou un concept. Comment savez-vous pourquoi les électeurs votent pour un parti? Oui, mais quand la NVA, quand des partis séparatistes clairement disent et mettent dans leur programme leur ambition, ça a été le cas, pas spécialement sur cette campagne-ci, mais dans les années précédentes, depuis la création de la NVA, qu'ils veulent le confédéralisme, qu'ils veulent avoir davantage de compétences. Quand tu as des parlements entiers, le Parlement flamand l'a fait, qui votent des résolutions pour essayer, à une majorité assez large, pour dire nous voulons plus de compétences qui sortent de l'État fédéral. Donc forcément, on va dans des logiques, on va avoir beaucoup plus de ministres dans des compétences communes. C'est du matraquage à la Boris Johnson. Plus vous convainquez les gens que ça ne marche pas à cause de la complexité du système, plus vous les poussez vers des votes populistes. Mariam Benaya. Justement, vous parlez un peu de l'électeur. Quid de l'électeur? Est-ce que vous n'avez pas peur qu'il y ait une lassitude si on est dans le long terme inutilement, quand il n'y a pas de discussion concrète? Ça, c'est une première chose. Et puis une deuxième chose, vous avez dit, Christos Doulkeridis, c'est bien d'être poli, d'aller à ces discussions, mais quel message on envoie à cet électeur quand pendant toute une campagne on dit on n'ira pas, on ne négociera pas, on ne discutera pas avec ces personnes? Et puis troisième et dernière question, se réapproprier cet électorat, être plus proche des citoyens, des partis comme le Vlaams-Belang l'ont fait, et on a vu ce que ça a donné comme résultat. Est-ce que ce n'est pas ce type de stratégie qu'il faudrait privilégier pour réimpliquer les gens dans la vie sociale et politique? Sur la dernière partie, vous disiez quoi? Se réapproprier l'électorat et être plus proche des gens qui se sentent concernés par... Et vous dites que le Vlaams-Belang l'était plus, c'est ça? Oui, en tout cas, les je ne chiffres sais pas, en tout cas, on n'a pas eu... Il a fait une campagne de proximité, ça c'est de vrai. fait. Oui, mais bon. Moi, il est clair que quand on regarde la situation, on peut se dire que celui qui parie, celle ou celui qui parie sur le pire et qui attend que les choses se démolissent petit à petit, a des chances de convaincre facilement. Parce qu'il y a on voit bien les populistes dans beaucoup d'endroits, avec un discours simpliste, avec un discours haineux souvent, avec un discours caricatural, parviennent à avoir des résultats électoraux. Est-ce que pour autant ils ont raison? Est-ce que pour autant ils construisent des solutions? Je remarque que parallèlement, petit à petit, ces tentatives-là, qui ont eu des bons résultats, sont en train d'échouer, de montrer les impasses dans lesquelles elles nous conduisent. Donc à un moment donné, il faut être au maximum cohérent avec les engagements qu'on a pris. Vous avez parlé des engagements. Pendant toute la campagne, nous avons dit à Écolo, nous ne négocierons pas avec la NVA. Nous essayons de rester le plus proche possible de cette attitude-là. Maintenant, je vais vous dire, je vais être prudent, parce que peut-être qu'il y aura un contexte à un moment donné où, pour
sauver d'autres choses, peut-être qu'on devra quand même envisager de se mettre autour d'une table. Moi, je ne l'exclus pas. Je ne dis pas que c'est un message que j'envoie là, mais pourquoi? Par respect aux électrices et aux électeurs qui, effectivement, comme vous l'avez dit, peuvent être complètement lassés et on ne peut pas accepter que ceux qui parient sur le pire, finalement, gagnent par la lassitude. Pascal Rebot. Oui, moi j'aimerais revenir au gouvernement wallon et à la Fédération Wallonie-Bruxelles. 22-23, des échéances terribles, où à un moment donné, l'argent flamand va moins arriver de ce côté-là, et la Fédération Wallonie-Bruxelles qui visiblement n'a plus un bal en poche. Alors ma question, est-ce qu'il ne faudrait pas un véritable gouvernement commando, et j'insiste sur ce mot commando, parce qu'il reste 3-4 ans avant le choc. Et est-ce que tous les trois partis actuels sont conscients de cette urgence? Et est-ce qu'il ne va pas y avoir là, justement, un sentiment d'État, si j'ose dire, où on va plus trop se disputer, se mettre des pétards mouillés sous les chaises, mais vraiment, comme jadis le Québec au Canada, aller vers une ligne droite? Parce que là, Et alors, Fédération Wallonie-Bruxelles, je me demande où ils vont trouver l'argent pour faire toute une série de choses. Et Dieu sait si l'enseignement, la culture, etc., il y a des choses à faire qui, finalement, n'ont jamais été faites. Oui, Christophe Doulkeredis s'adresse aux trois partis qui négocient pour l'instant. Et François de Smet donnera son avis après. Je donnerai un avis qui est élargi. Je trouve que c'est un point extrêmement important. Tout à l'heure, vous posez la question de est-ce qu'il y a encore cette envie d'être ensemble ou ce projet commun. Moi, je regrette que du côté francophone ou du côté bruxellois et wallon, pour ne pas rester que sur les relations avec la Flandre, il y ait une diminution de cette envie ou de ces expressions ou de ces moyens que l'on se donne pour avoir des projets communs. Il y a une diminution. Moi, je pense qu'on peut être très régionaliste, être fier de sa région, avoir envie qu'elle avance, et de toujours, quand on est progressiste, je trouve que c'est très important, construire des ponts avec les autres pour savoir ce qu'on peut partager et ce qu'on peut faire avec les autres. Donc l'agent de liaison, Olivier Minguin, c'est une bonne idée. Mais pour moi, je n'ai rien contre Olivier Minguin, et je suis sûr que tout ce qu'il peut entreprendre, il le fera en y mettant une belle énergie. Mais c'est pas à un homme politique ou à une femme politique de jouer ce type de rôle. C'est très bien s'il peut faciliter à ça. C'est les deux gouvernements qui doivent absolument se mettre ensemble. Et je dirais même que plus largement que les deux gouvernements, je regrette l'époque où on était capable, entre l'ensemble des partis démocratiques francophones, de se mettre autour d'une table et de réfléchir à des enjeux communs qui sont l'éducation, qui sont la culture, qui sont des fondements de nos démocraties. L'avis de François avec de les Smet. aspects budgétaires, évidemment, qui doivent exister. L'avis de François de Smet. Alors, de fait, nous avons un manque d'union entre francophones, entre Wallons et entre Bruxellois, alors qu'à certaines époques, on avait tout de même l'impression que les francophones prenaient un peu plus leur destin en main. Et en effet, la question du fédéralisme belge, c'est pas juste les francophones contre, j'aime pas le mot, enfin vis-à-vis des néerlandophones d'autre part. Les francophones ont un sérieux ménage à faire, en effet, dans leurs propres institutions. Il y a certainement des doublons, il y a des économies à faire de part et d'autre, il y a des choses qui ne marchent pas. Et l'idée qui vient pas d'Olivier Minguin au départ, c'est venu dans les négociations, au moment des partenaires, parce qu'Olivier Minguin se plaignait du fait que, quand même, il n'y a pas d'endroit où, par exemple, les patrons wallons et bruxellois discutent ensemble, où on peut essayer de mettre ensemble fonctionner l'enseignement, la formation et l'emploi dans les régions. Il manque quelque chose. Comment est-ce qu'on pourrait résoudre ça en simplifiant et non pas en rajoutant un bidule? Et on lui a proposé, parce que il y a un peu de ça. Et Olivier Minguin a dit oui, si c'est bénévole, si j'ai une équipe de gens détachés, c'est un investissement qui ne va rien coûter et qui peut même, parce que ce n'est jamais qu'une mission de prospection, peut permettre de faire un certain nombre de rationalisations et d'économies. En tout cas, je trouve que ça ne coûte rien d'essayer de le faire. On va laisser la conclusion à Yvan Vandenberg. Ouh là là, la conclusion. Moi, ce que je voulais dire, c'est que a-t-on quelque chose en commun? Les Belges ont-ils encore quelque chose en commun? Je voudrais quand même rappeler que la majorité de la population flamande n'est pas pour la séparation de la Belgique, contrairement au parti. Dire une deuxième chose, qu'attend-on pour remettre sur la table ce vieux projet de circonscription fédérale qui ferait qu'évidemment les hommes politiques des deux côtés auraient intérêt à prendre des voix et donc avoir un discours différent pour ne pas seulement flatter leur propre population. Et une troisième chose, moi qui m'a beaucoup frappé dans ces campagnes, c'est ce que vous avez vu, y compris aujourd'hui, le paquet d'argent que le Lambelang a mis dans les médias sociaux
Il y a un paquet énorme et la NVA est en train de rattraper ce qu'on fait beaucoup moins du côté francophone. Et cela aussi peut modifier évidemment l'opinion publique parce qu'ils regardent au moins autant cela que la télévision. Voilà. Oui, c'est même plus. Et pendant ce temps-là, nos pays voisins affrontent une extrême droite et des partis populistes particulièrement virulents. Deux leaders démagos sont quand même en difficulté. Il y a d'abord Matteo Salvini en Italie qui a fait tomber un gouvernement pour forcer des élections anticipées susceptibles de le ramener au pouvoir avec une majorité, et il se retrouve, gros gens comme devant, dans l'opposition avec ses pires ennemis qui se sont mis d'accord pour former un gouvernement. Alors il y en a un autre, c'est Boris Johnson en Grande-Bretagne, qui a perdu sa majorité après avoir tenté de quasiment fermer le Parlement pendant 5 semaines. Une fermeture qui avait fait bondir, c'était vendredi dernier, Rachid Madran dans l'interview, on l'écoute. Je n'ai pas pour habitude de m'immiscer dans les affaires des autres pays, mais sincèrement, mon sentiment personnel, et à titre personnel, je trouve que c'est un scandale. C'est un coup de force d'un Premier ministre. Qu'est-ce qu'il fait? Finalement, il met en péril la démocratie. D'ailleurs, la population ne s'est pas trompée, il manifeste. Il dit, rendez-nous notre démocratie. Enfin, un membre de l'exécutif, le Premier ministre, qui dit la première chose qu'il fait, c'est stop le Parlement, stop la démocratie, stop le débat. Vous aurez bien l'occasion de discuter plus tard. Pour moi, c'est quelque chose de très grave et je pense que tous les démocrates doivent aujourd'hui avoir une expression publique pour dénoncer ce qui se passe en Angleterre. Alors, Pascal Vrébos, quand ces populistes arrivent au pouvoir, est-ce que c'est pas à ce moment-là qu'on voit un peu leurs véritables limites? Oui, alors on parle d'échec. Moi, je pense que c'est un semi-échec pour les deux. C'est-à-dire qu'on est rentré dans une ère de ce que j'appellerais l'hyperbole. Des hyperboles qui prennent des habits de vérité. Et il faut bien dire que Johnson, dont tout le monde rigole, il rêvait d'être le maître du monde. Il l'a dit, c'est un rêve profond et ancré. Et ce qui plaît aux gens, c'est le fanfaron, gouailleur, vraiment post-trumpiste. Car le grand gagnant là-dedans, c'est Trump. Oui, c'est Trump. Pourquoi? Mais Trump a gagné sur toute la ligne, tout le monde parle de lui, il fait une série télévisée 24 heures sur 24, il dit blanc, il dit noir, pub, etc. Donc ça c'est le grand gagnant. Donc moi je ne crois pas du tout qu'ils ont perdu. Et quand par exemple, quelque chose qui m'a frappé, on n'a pas beaucoup parlé de ça, Boris Johnson a dit, je cite, « La Libye pourrait être attrayante pour les touristes si elle se débarrassait de ses cadavres. » Quand quelqu'un qui est Premier ministre, qui a fait une biographie de Churchill, dit un truc pareil, on se dit, on est dans un autre monde. Et je crois que on est pour l'instant, d'un point de vue mondialisé, dans un autre monde, que ce soit en Italie, en Autriche et en Angleterre. Ou au Brésil, oui, on peut continuer. Regardez le ministre là, du président brésilien qui, 24 heures sur 24, si j'ose dire, traite la femme Macron de vilaine... Enfin, mais où est-on, quoi? Alors, François de Smet, que dit le député, que dit le philosophe? Il dit la même chose, heureusement. Oui. Ah, c'est le même. Je ne me divise pas. Alors, ce sont des personnages très inquiétants qui sont dans la ligne de ce que nous voyons émerger avec Trump, avec le Brexit et cette question simplificatrice et sur laquelle, en fait, les Anglais, on les a fait voter sur un concept qui n'existait pas. On les ferait voter à la rigueur aujourd'hui sur l'accord, ce serait différent. Mais je suis d'accord avec Pascal Vrébos, c'est pas tellement des défaites que cela. Ça pourrait devenir des victoires demain, tant pour l'un que pour l'autre. Ouais. Et si on veut empêcher ce genre d'énergumènes de continuer à essayer de diriger nos vies par les simplismes et les replis sur les peurs qu'ils proposent, il faut aussi peut-être un peu mieux, je n'ai pas dit plus fermement ou plus doucement, hein, mais un peu mieux aborder les sujets sur lesquels ils surfent. Et il y en a un qui est commun à tous ces populistes, c'est la migration. Excellent. Que ce soit Salvini, que ce soit le Brexit, qui a été finalement gagné en grande partie là-dessus, Trump et son mur. Et là, reconnaissons tous ensemble, nous chez Défi, on a essayé d'apporter les sujets migratoires d'une manière équilibrée, qu'on ne va pas pouvoir continuer à s'en sortir juste avec un face-à-face entre des profils à la Franken et pire que lui, les étrangers dehors, fermons les frontières, multiplions les centres fermés d'un côté, et la migration, oulala, c'est compliqué, disons qu'on est tous migrants, qu'on ouvre les frontières et qu'on n'en parle plus. Non, il faut avoir le courage, avoir une approche. Je ne dis pas que ça va être un entre-deux platonicien parfait, mais une ouverture à la migration économique, par exemple. Avoir osé ce débat, qui n'est pas évident à gauche. Une ouverture au fait que la migration, c'est ce que sont obligés de faire un grand nombre de personnes pour simplement vivre mieux. Que
mais qu'on ne peut peut-être pas non plus accueillir tout le monde tout le temps et que c'est raisonnable d'avoir un certain nombre de réglementations, faire adhérer la population à ça. Nous, on a essayé pendant la campagne électorale, on l'a fait un petit peu, d'attirer l'attention sur ce sujet, alors que ça avait été un sujet qui avait mis le pays à feu à sang à chaque tweet de Théo Franken. C'est passé un petit peu, oserais-je dire, au bleu, difficilement, alors que c'est un vrai sujet de société. Il faut y répondre d'une manière ou d'une autre. Nous, on pense qu'il y a moyen d'y répondre de manière tout à fait humaine, juste et digne, sans tomber dans aucun travers. J'ai entendu ça, humain et digne. Et vous, Christos Doulkeridis, comment vous voyez ces populistes démagogues? Alors, en partie, je suis d'accord avec ce que vient de dire François, et en partie, je voudrais apporter des nuances. Yvan Vandenberg disait tout à l'heure, est-ce que vous avez vu le fric qu'a dépensé le Vlaams Belang dans cette campagne sur Internet? On peut faire exactement la même chose sur le débat sur le Brexit. Il y a des émissions entières qui, a posteriori, montrent comment est-ce que la population a été manipulée avec des sommes d'argent inimaginables dans des campagnes structurées, organisées pour désinformer et pour influencer la population. En fait, je ne suis pas sûr, moi, que ce soit une thématique en particulier qui fait le lit de ces populistes. Ce sont des techniques particulières. Ils essayent de gagner dans les débats publics. Et les débats publics qu'ils choisissent de mettre en avant, ce sont des débats publics qui nourrissent la peur, la haine et la stigmatisation. Et quand ils arrivent à en tenir un, ils tapent sur ce clou-là. Et chaque fois que le reste de l'offre politique, démocratique, essaye de réagir à ce débat-là, je pense qu'on ne fait que les conforter de manière très solide. Donc il y a aussi un devoir démocratique à mettre en avant des priorités qui sont différentes et qu'on estime ne pas être celles que les populistes essaient de mettre en avant. Et il faut être extrêmement attentif et démonter le plus largement possible ces stratégies de communication qui sont extrêmement puissantes. Quand tu as Trump, je veux dire, c'est quand même assez exceptionnel. C'est vrai que c'est interpellant parce que il est assez difficile de trouver quelqu'un qui puisse en 14 secondes aligner autant de mensonges, de contre-vérités que celles que fait Trump. Je veux dire, c'est inimaginable. Et pourtant, post-vérité. Et pourtant, il y a une performance électorale et les gens décident de lui faire confiance. Oui. C'est très 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 perturbant, mais donc on doit quand même aller le plus loin possible là-dedans. Et je ne pense pas que ce soit parce qu'il a utilisé une truc. Il a utilisé les Mexicains, il a utilisé. Il parle de tout. Il parle de l'écologie, qu'il parle de n'importe quoi. Ça ne marcherait pas si les peurs n'étaient pas là au départ. Les réseaux sociaux et le simplisme l'amplifient, mais ces peurs et ces préjugés et ce petit Moi, je pense que les gens qui ont le plus peur sont des gens qui vivent aussi dans des mondes virtuels, qui ne sont pas spécialement confrontés, les électrices et les électeurs du Vlaams Belang, je ne suis pas sûr qu'ils soient confrontés dans leur quotidien par rapport à ces peurs sur les migrants. Mais ça ne diminue pas la peur. Ça ne diminue pas, mais c'est parce que... Non, mais c'est parce qu'ils arrivent par leur discours virtuel à entretenir une fausse réalité. C'est aussi parce qu'ils arrivent à simplifier peut-être les choses. Là, on a été habitué à avoir un discours quand même qui était un petit peu sophistiqué et peut-être un peu élitiste. Il faut se poser la question sur la façon dont on communique. Mais donc, c'est facile, en fait, l'argumentaire, il est populiste, simplifie des choses parce qu'elles ne sont pas possibles à réaliser. Donc, en fait, c'est comme si on achetait un concept dans la pub, on appelle ça acheter un concept créatif qui est très chouette. Et puis, une fois qu'on veut l'appliquer, on voit que ça ne fonctionne pas. C'est un petit peu ça. Donc, est-ce que finalement, l'arme pour eux, c'est leur plus grand atout, c'est d'être anticonstitutionnel, anti-système, et c'est justement là l'échec, il est juste constitutionnel, c'est qu'ils ne maîtrisent juste pas ces outils-là. Donc, est-ce qu'il ne faut pas juste se battre avec nos armes? Dans les années 30, il n'y avait pas Internet, donc les réseaux sociaux ne font qu'amplifier un phénomène et amplifier. On va passer à une autre de nos rubriques, les têtes d'affiche, et je vous propose à tous les deux une galerie de portraits de personnalités qui ont fait l'actualité de la semaine, et vous allez me dire celui ou celle qui vous inspire en bien ou en mal. Et on va commencer par François de Smet. J'en ai trouvé 4. D'abord, Saïd Molay, le judoka iranien qui était forcé de perdre contre un Belge pour ne pas devoir combattre contre un Israélien. Yann Moix, l'écrivain antisémite repenti en guerre contre sa famille. Alain Raviard, nouveau porte-parole du CDH Nouveau. Et Zakia Katabi, la coprésidente d'Écolo, qui pourrait bien intégrer un jour la Cour constitutionnelle. Alors, qui choisissez-vous? Saïd, Yann, Alain ou Zakia? C'est difficile. Je ne vais pas choisir Zakia parce que je la connais et voilà. Je vais choisir Alain Raviard que je connais peu, que j'apprécie beaucoup. Et je trouve son choix audacieux. Et moi, j'aime bien les gens qui plaquent tout et qui vont
Donc il était juste T'es le premier qui me le fait. Non, je ne l'ai pas exprès, mais c'est un défi de prendre... Juste pour être clair, il était journaliste, il était directeur de la communication du PSC puis du CDH, puis il est redevenu chroniqueur, et maintenant il redevient porte-parole du CDH. Et ce qui m'intéresse dans son profil, et ce que je trouve culotté et intéressant et à suivre, c'est qu'il a toujours assumé une position agnostique, voire athée, en disant moi j'ai toujours trouvé que le CDH était vieillot, trop attaché aux piliers chrétiens, et en sachant que ça reste son principal problème et en assumant sa personnalité, il veut ressusciter, si j'ose dire, la ligne politique et communicationnelle. Alors, c'est pas facile tous les jours d'être un parti centriste, on peut en parler, mais l'identité phare du CDH et son attachement aux piliers chrétiens reste identitairement fort pour ses électeurs. Et donc, le pari me semble à ce point risqué, un peu surréaliste, mais beau, que je pense qu'il faut le féliciter et l'encourager. Alors, Christos Zoukherdi, je vous en propose 4 autres. Tout d'abord, oui, bien sûr. Non. 4 autres. Tout d'abord, Christian Van Eken, l'ex-député, condamné à 23 ans de prison cette semaine. Ou alors Dominique Leroy, la CEO de Proximus, qui quitte pour les Pays-Bas le 1er décembre. Aline Zeller, la talentueuse footballeuse des Red Flames, commentatrice TV. Ou Olivia Borlée, la championne, qui raccroche les crampons et se lance dans la mode. Donc, Christian, Dominique, Aline ou Olivia? L'une des deux sportives. Je vais prendre les deux à la limite parce que... C'est Dominique Leroy, alors. Elle est sportive aussi. Oui, non, c'est pas elle alors. Non. Elle est peut-être aussi sportive. C'est une autre compétition. Une forme de compétition. Oui, enfin, c'est... Elle est transférée. Voilà, c'est un transfert. C'est la fin du mercato. C'est la fin du mercato et c'est le mercato. Mais c'est Christos Zoukherdi qui a le droit de choisir. Voilà. On l'aide un petit peu. Vous voulez que je prenne Dominique Leroy? C'est ça que je voulais dire. Elle avait sa réplique sur Dominique Leroy, donc elle est un peu embêtée. On va prendre Leroy. Pas mal. Oui. Non, je vais prendre les sportifs. Pourquoi? Parce que depuis des années, on intervient pour demander qu'il y ait un meilleur équilibre dans la diffusion, dans la diversité des sports et dans plutôt un équilibre entre le sport féminin et le sport masculin. Et il y a eu des avancées. Alors, on n'est pas encore dans quelque chose de totalement équilibré, mais n'empêche, il y a eu ces derniers mois, on a pu assister à des avancées de diffusion, notamment, de mise en valeur dans le sport féminin. Et je trouve ça positif. On se plaint, parfois on se bat, et parfois on a des résultats, et je trouve que c'est positif. Alors, 5 infos de la semaine, laquelle vous a déplu, laquelle vous a plu? Tout d'abord, le lancement de la chaîne LN24, la chaîne info belge, la reine Mathilde qui participe à une émission à la télé flamande, l'ouragan Dorian qui a dévasté les Bahamas, les vélos et les scooters qui quittent certains quartiers, ou le Flixcam, la honte de prendre l'avion. C'est une notion, ceux qui trouvent qu'on ne peut pas prendre l'avion parce que c'est pas bon pour la planète. Alors, chacun des deux va pouvoir répondre et on va commencer d'abord par François De Smet. Qu'est-ce que vous choisissez parmi ces 5? Je vais choisir LN24 parce que j'étais avec d'autres à la soirée d'ouverture. Je connais un peu, bien l'un des fondateurs. Je trouve le pari là encore beau et risqué. En fait, ce que tout le monde dit dans le monde des médias, c'est magnifique. Normalement, ça ne peut pas marcher, ils n'ont pas l'espace, mais on leur souhaite bonne chance quand même. Et moi, je pense et j'espère qu'ils vont réussir et ils apportent quelque chose qui challenge tous les autres médias. Ils apportent tout à coup beaucoup de place à du contenu et du temps, ce qu'on a de moins en moins. À part notamment votre émission. Ouais. Oui, mais les experts sans flagornerie, avec 2-3 autres émissions sur les différents réseaux, mais avouez qu'elles sont rares, donnent du temps, donnent de la confrontation généralement cordiale avec des gens qui ne sont pas des politiques, ce que les Flamands font depuis des siècles, avec Terzak ou De Afspraak, et ce que nous, francophones, on a plus de mal à faire. Et là, je trouve qu'ils mettent le challenge haut. Pour l'instant, le seul petit défaut, c'est peut-être encore un peu... Ils veulent faire tellement pro que c'est parfois un peu lisse et qu'on rigole pas beaucoup, mais ça, ils vont trouver un ton un peu fun pour y ajouter. Mais je trouve qu'ils mettent la barre haut et ce qu'ils ont réussi à faire, même s'il y a 2-3 petits défauts techniques encore, est très impressionnant et bluffant. Et je leur souhaite vraiment, très sincèrement, longue vie. Alors, parmi les 4 infos qui restent... On peut la repasser un tout petit peu, et pendant ce temps, je vais juste compléter, si c'est possible... je vais quand même dire de quoi il s'agit. La chaîne info LN24, la reine Mathilde, l'ouragan Dorian, les vélos et les scooters, ou le Flixcam. Oui, c'est joli. S'énerver sur l'ouragan ou dire que ça m'enchante, c'est difficile évidemment, donc ça c'est pas possible. Sur les scooters peut-être, allez, je vais faire ça, mais je peux juste rebondir.
C'est parce que sur le lien par rapport à la phrase sur l'instantané, d'une part, on disait la culture populiste travaille beaucoup sur l'instantané, et de l'autre côté, on disait on manque d'espace où on prend le temps et où on laisse de la place pour de la nuance. J'estime que ce n'est pas une fatalité. Et c'est extrêmement important. Tu ne fais pas de politique si tu penses qu'il y a des fatalités. Et tu n'es pas là juste pour regarder comment le système fonctionne. À un moment donné, tu dois agir pour essayer de l'influencer. Et donc, je crois qu'on doit absolument valoriser la nuance, le fait de prendre le temps, le fait d'essayer de trouver les formules qui peuvent être aussi captives pour le public pour pouvoir s'intéresser aux différentes nuances. Vous verrez, il y aura encore d'autres formules bientôt sur BX1 aussi. On donnera du temps. Bravo. Alors, sur les scooters. Les scooters, donc... on est dans une période de transition. Qui dit transition veut dire qu'il n'y a pas d'équilibre. Et donc on a de nouveaux modes de déplacement. Il y a les scooters, il y a les trottinettes, il y a des vélos partagés qui provoquent parfois des solutions, parfois de nouveaux problèmes. Alors là-dedans, ici, ce qui est évoqué, ce sont les choix stratégiques d'opérateurs qui décident de quitter certaines communes parce qu'il y a trop de vandalisme. Et effectivement, je le constate. Je ne sais pas s'ils ont quitté XL, je n'ai pas encore regardé. Non. Mais... qu'il y a du vandalisme, c'est-à-dire on le voit bien. Et puis, quand c'est pas du vandalisme pour abîmer la trottinette, il y a une espèce de vandalisme, entre guillemets, de l'espace public, parce qu'on les laisse traîner parfois n'importe où, et que ça crée aussi parfois un sentiment d'insécurité par rapport à d'autres usagers, qui sont souvent les piétons, ou les personnes plus âgées qui sont un peu en difficulté. Donc, je dirais, on est dans une période de transition. Il faut attendre encore un tout petit peu, mais à un moment donné, à l'échelle régionale, parce que ça ne peut pas être des communes qui le font, ça n'a pas de sens, il va falloir un peu réglementer. Il faut voir un peu comment le système économique lui-même va se réglementer tout seul, parce qu'à mon avis, il y a un certain nombre d'opérateurs qui vont quitter le marché. Mais après, il va falloir quand même prendre des règles qui soient un peu cohérentes par rapport aux objectifs de mobilité que l'on a. Alors, le sujet de la semaine, c'était quand même la rentrée scolaire. Donc, on ne va pas échapper à la rentrée scolaire. En tout cas, vous n'avez pas été épargné par la rentrée scolaire. Il y a eu la rentrée zéro déchet, il y a eu les élèves sans école, il y a eu les classes sans élèves, et même les écrans qui empêche les élèves de papoter, donc du coup, c'est pas bon pour leur développement. Enfin bon, il y a eu vraiment plein de sujets sur la pénurie aussi. Mais ce qui a retenu l'attention, en tout cas à BX1, c'était les nouvelles écoles et les nouvelles pédagogies. Il y a une autre manière d'enseigner, c'est une vraie question qu'on va se poser ici. Tout d'abord, ce reportage dans une école toute neuve, Thomas Destrey, Aristide Cobenan. Ça sent le neuf dans la nouvelle école fondamentale Marie Poplin. Le bâtiment est pensé pour le bien-être des élèves, les salles de classe sont colorées et apaisantes, pour l'instant du moins, car ce lundi 2 septembre, c'est jour de rentrée. L'établissement propose aux enfants une pédagogie active suivant les préceptes de Maria Montessori, qui perçoit l'éducation non pas comme une transmission de savoir, mais plutôt comme un accompagnement du développement naturel de l'enfant. Dans les pédagogies actives, et plus particulièrement ici dans la pédagogie Montessori, on travaille énormément l'autonomie des enfants. Donc ça, c'est déjà une première chose. On est dans de l'apprentissage individualisé. Chaque enfant donc compte et a un apprentissage qui est personnalisé. Ce matin, ce sont donc près de 150 enfants qui ont pu découvrir leur nouvelle salle de classe. Dans cette classe de première primaire, s'asseoir sur une chaise n'est pas obligatoire et les enfants sont relativement libres de leur activité s'ils respectent la règle d'or, à savoir si l'on commence un exercice, on le termine. D'après Maria Montessori et d'après ma petite expérience, c'est quand même pas assis face au maître en faisant la même chose au même moment qu'on apprend le mieux. On apprend quand on est dans une activité spontanée qu'on a désiré faire et c'est la meilleure façon d'apprendre. La pédagogie active est plus souvent utilisée pour les enfants venant de classes socialement plus élevées. Une école communale qui pratique ce type de pédagogie est donc le bienvenu à Bruxelles, qui plus est dans une région qui a clairement besoin de plus d'écoles. Mawash, vous connaissez bien la pédagogie alternative. Alors, ça m'ennuie toujours un peu quand on dit alternative, parce que pour moi, elle est tellement légitime qu'elle ne devrait même pas être alternative. Maintenant, il y a des nuances. Mes enfants sont en freinée depuis 6 ans, et donc c'est une école qui les forme. En freinée, qu'est-ce que ça veut dire? Pédagogie freinée, j'allais justement l'expliquer, c'est une pédagogie où on forme les enfants à être des citoyens, donc c'est-à-dire qu'ils sont très actifs de leur développement. Ils s'intéressent énormément à l'actualité, à la politique, à l'économie, à la philosophie. Ils font beaucoup de sorties. Les cours commencent par une sortie, par exemple, ou par un
besoin d'élèves. Et ça, c'est le principe de la pédagogie dite active. C'est-à-dire qu'on apprend en faisant de l'abstraction et puis on concrétise, et pas le contraire. Alors que dans la pédagogie traditionnelle, c'est du concret. Et puis, au plus on monte, et au plus on essaie de comprendre les concepts. Je ne suis pas sûre que ça s'adresse à tout le monde dans le fait que ça demande énormément d'autonomie. Les enfants qui sont en pédagogie active sont autonomisés très très tôt et certains sont mis devant leurs responsabilités qui parfois les dépassent. Vous les voyez, quand il y a des enfants qui arrivent en pédagogie active en secondaire et qu'ils ont été dans un enseignement plus cadré en primaire, ils sont totalement perdus, alors que ceux qui ont évolué prennent déjà les transports en commun en général, déjà tout seuls, se posent plein de questions, travaillent quand il faut travailler. En pédagogie active, si vous ne travaillez pas, tant pis pour vous. En fait, il n'y a personne qui vous oblige à travailler. Donc, je pense que c'est, pour moi, toutes les écoles devraient être ainsi. C'est-à-dire qu'on devrait... Soit toutes, soit... Oui, parce qu'il y a personne. des écarts et qu'en plus, avec ce décret inscription qui est fantastique, on se retrouve avec des enfants qui sont en pédagogie active et qui ne peuvent pas continuer en secondaire. Ça a été le cas de ma fille. Et puis le contraire. Et donc, on a des incohérences. On considère ces pédagogies alternatives comme des moyens de mettre des gens qui ont des enfants qui ont des difficultés, alors que ce n'est pas du tout ça, en fait. Yvan Van Den Berg. Moi, je suis aussi un grand partisan des méthodes d'éducation active, où les jeunes sont amenés à travailler en groupe, à avoir l'esprit critique, aussi à apprendre. Mais j'aurais quand même ajouté quelque chose. Je pense que, comme vous dites, toutes les écoles devraient être comme ça. D'abord, comme vous parliez de Freinet, c'est encore vu comme l'avant-garde. Il y a longtemps qu'il est mort, et c'est encore aujourd'hui vu comme l'avant-garde. C'est dire où on en est. Mais là, ce que je veux surtout dire, c'est que autant les méthodes d'éducation active sont bénéfiques pour un certain nombre de jeunes, je crois aussi que cela inquiète un certain nombre d'enfants, qui ne sont pas à l'aise, qui sont plus dans des méthodes plus analytiques. Et que je crois que ce qui est important, c'est d'offrir un choix, donc pas toutes les écoles les mêmes, et de pouvoir, pour chaque enfant, même dans une même famille, de choisir une école qui a une pédagogie affirmée et qui a la liberté aussi de la mettre en place. Parce que c'est pas... Mais on ne peut pas choisir, et c'est peut-être 5, 6 écoles, peut-être 10 sur Bruxelles, alors qu'il y en a beaucoup plus. Donc c'est beaucoup trop peu. François de Smet, est-ce qu'il y a vraiment est-ce qu'il y a vraiment deux manières totalement différentes d'enseigner, et une bonne et une mauvaise? Parce qu'on présente l'active comme étant la bonne manière et la passive comme étant la mauvaise. Alors, je ne suis pas expert du sujet, mais il me semble qu'en effet, ça a été souligné tout à l'heure, il y a des élèves qui vont réagir beaucoup mieux à l'un ou l'autre type d'enseignement. Moi, je suis un produit d'une école assez classique, où c'était plutôt un enseignement classique, ex-cathédra. Ça m'allait, mais je voyais bien qu'il y avait d'autres élèves qui peut-être auraient été beaucoup mieux dans de la pédagogie active. Peut-être qu'il faut, je ne sais pas, trouver un moyen de prendre le meilleur de chaque chose, qu'on sorte les élèves des classes, qu'on leur fasse faire de la médiation ensemble quand il y a un conflit, qu'on fasse plus d'activités où on est un peu obligé de tout de même sortir de sa bulle, mais tout de même où on peut, où il y a des espaces. C'est fabuleux, à mon avis, on doit l'expérimenter. Et j'en profite pour lancer une pierre dans le jardin de mon voisin de droite, puisque nous ne sommes pas autour de la table à la fédération, géographiquement bien sûr. On n'est pas dans les négociations de la fédération. Finissons le travail sur, et là ça concerne tout l'enseignement officiel, le cours de citoyenneté, de philosophie et d'histoire des religions, que nous assumons devoir être en lieu et place des cours de morale et de religion, parce qu'il n'y a pas de raison pendant le seul cours... dans toutes les écoles? Idéalement oui, mais si on y arrivait dans l'officiel, parce que pour le livre c'est un peu plus compliqué, mais si on y arrivait dans l'officiel, ce serait déjà pas mal. Il n'y a plus de raison, je trouve, de séparer les élèves sur ces questions-là, et si tout élève à 18 ans savait ce que c'était, bien sûr 2-3 philosophes, bien sûr les apprentissages de la citoyenneté, des valeurs, et aussi le Yom Kippour, les 5 piliers de l'islam, l'évangile, parce que tout ça est notre bagage commun, je crois qu'on décrisperait énormément de choses. Alors, sur la manière d'enseigner, par rapport à ces pédagogies alternatives Alors, moi, je suis issu, parce que si on peut commencer par ça, je suis issu d'une école d'un enseignement, pas du tout pédagogie active ou alternative, ni quoi que ce soit, plutôt école qu'on appellerait discrimination positive ou dans cette catégorie. Ouais, je ne sais plus ce que c'était à l'époque, mais voilà. Mais je dirais que le plus grand cadeau qu'ont pu me faire les enseignantes et les enseignants auxquels j'ai été... pas confrontés, mais c'est eux qui ont été confrontés à moi, les pauvres, c'est plutôt un regard de confiance. Un regard de confiance qui consiste à dire, écoute, aie confiance en toi, si tu as des rêves, essaie de les poursuivre, nous on va essayer de te donner le meilleur, et à un moment donné, essaie d'aller le plus loin possible dans ce que tu peux faire. Donc, quelle que soit la pédagogie, ce cadeau-là, je pense que c'est le cadeau le plus important. Après, je crois qu'aujourd'hui, il y a des femmes et des hommes, des directions d'écoles,
qui essayent, quel que soit le niveau d'enseignement, le type d'enseignement, de faire vraiment le meilleur. Et ce qui est extrêmement important, c'est d'accepter que tous les enfants ne sont pas pareils, surtout. Et d'accepter de ne pas rejeter une partie des enfants. Moi, ce que je regrette le plus, c'est que les écoles se permettent de rejeter des enfants en considérant qu'ils ne sont pas faits pour cette école-là. Je trouve que si une école à pédagogie active ou alternative considère qu'elle ne peut pas accueillir tous les élèves, c'est que ce n'est pas une bonne école. Et c'est la même chose pour les autres écoles. Donc je crois que le curseur, il est là. C'est qu'est-ce qu'on se donne comme moyen et comment est-ce qu'on soutient aussi ces écoles-là à pouvoir faire ce travail-là qui est extrêmement important. L'avis aussi de Mariam Benayad et Pascal Frébos juste après. Très brièvement, moi je pense qu'il faut avoir un débat beaucoup plus large sur la qualité de l'enseignement qui est prodigué, qu'elles soit en Belgique ou à Bruxelles. Il y a aussi la revalorisation de certaines filières. On ne parle même pas de ces filières-là. Est-ce qu'on va faire de la pédagogie active ou passive? Elles sont complètement... Enfin, il y a une ségrégation de ces classes-là. Il y a des écoles poubelles à Bruxelles. La discrimination positive, la formule, elle est bien, mais il y a quand même la notion de discrimination qui pose problème au final. Donc, non, c'est-à-dire que si la discrimination, c'est donner plus de moyens aux écoles qui sont confrontées à plus de difficultés, moi je suis totalement favorable. Il faut donner plus d'ambition et plus de moyens. C'est le type de pédagogie. De fait, le type de pédagogie, mais est-ce que cette pédagogie active, qu'on se pose, est-ce qu'elle est bonne ou mauvaise? Est-ce qu'on doit... Elle est essentiellement liée à un certain type d'enseignement, quid du technique, du professionnel. Il faut aussi réinsérer... Et les professeurs, les enseignants aussi, il faut aussi leur poser la question. On a une conversation de luxe et d'excellence qui est très proche du pacte, du soi-disant pacte. Bon, ce qu'il faut, on l'a dit, il vaut mieux une tête bien faite que bien pleine, comme disait l'autre il y a longtemps. Il faut une alchimie de confiance, d'autonomie et de bagage. Et alors, moi, comme je savais qu'on allait aborder le sujet, j'ai fait une petite recherche. Alors, j'ai vu une étude de la KUL qui date de 2005, qui dit que les étudiants qui sortent de ces filières ont un retard en lecture, en orthographe et en calcul. Par contre, en Finlande, où la pédagogie active est à la mode, ils sont numéro 1 dans l'étude PISA. Donc, la pédagogie, c'est un vaste débat. Oui. Eh bien, on y reviendra certainement lors d'une prochaine rentrée scolaire, par exemple. Mais ici, cette fois-ci, on va parler de... Cette semaine encore, il y a eu les 75 ans de la libération de Bruxelles. C'est ce qu'on a célébré. Alors, c'était l'occasion de revenir avec des reconstitutions, un bal populaire, des cérémonies sur ces événements fondateurs. Reportage Valérie Leclerc et Aristide Kobenan. Les 75 ans de la libération de Bruxelles, célébrés ce matin à Molenbeek, au Parc des Muses, devant le monument dédié à la brigade Piron. Dans l'Assemblée, Jean Martial, 95 ans, il se souvient. Quand nous sommes arrivés ici et que la population nous a accueillis de cette façon que les images montrent, mais dont elles ne donnent pas la pleine réalité, nous avons tous été émus au plus profond de nous-mêmes. Formée en Grande-Bretagne, la brigade Piron a participé au débarquement en Normandie et après la libération de Bruxelles, d'anciennes et de nouvelles recrues ont poursuivi le combat. Vous avez participé à la libération des Pays-Bas? Exactement, oui, en Hollande et puis on est parti en Allemagne. De nombreux enfants des écoles de Molenbeek étaient présents, conscients de l'enjeu d'une telle commémoration. On dépose des fleurs pour ceux qui sont morts. Ils ont combattu pour nous, pour notre pays. Ils se sont battus pour nous, pour notre liberté. Si les gens n'avaient pas combattu, moi je ne serais pas ici, sûrement. La transmission, très très important. J'ai demandé que toutes nos écoles envoient les 6e primaires qui sont là. Et la transmission, justement, c'est le combat que porte aujourd'hui encore Jean Martial. C'est un de mes principaux soucis. Et je pense qu'on peut avoir de l'espoir. Alors, Yvan Van Den Berg, vous avez connu ce 75 ans de la libération, mais vous n'étiez pas très vieux. J'ai connu le swing, en tout cas à Saint-Géry, ce week-end. Oui. On va dire Bruxelles libérée. Bruxelles a souvent été une ville occupée et Bruxelles n'est toujours pas encore vraiment libérée. Rappelez-vous qu'il n'y a que 30 ans que la région décide de son propre sort. Et que ce n'est pas fini. Dans le projet de confédéralisation, etc., on parle encore de Bruxelles co-gérée par la Flandre et la Wallonie. Donc, à Bruxelles, moi j'étais heureux. C'est pas la même chose. Pardon ? Ce n'est pas la même chose. Bah, écoute, par rapport à l'occupation par les Allemands et comparer ça à des trucs, c'est pas la même chose. Je vais te dire, les Allemands
avant la fin de la libération, avait décidé de faire Grosse-Bruxelles, la fusion des communes, et j'ai pas fini, et de donner à Bruxelles un statut de ville-État, comme Berlin, Vienne et Hambourg. Mais c'était inacceptable parce que c'est eux qui l'ont décidé. Tant que nous ne décidons pas nous-mêmes, on ne va pas demander aux Wallons et à la Flandre de dire comment on doit fonctionner. Donc, voilà, non, nous ne sommes toujours pas libérés. C'est mon avis, mais voilà, c'est un avis. C'est autre chose. Non, c'est sur la comparaison. Oui, oui. Alors, sur la transmission, est-ce qu'il y aura encore souvent des cérémonies par rapport à la libération de Bruxelles? Est-ce que vous croyez qu'on va encore faire des cérémonies, les 80 ans, les 85 ans? Est-ce que ça va continuer? Alors, en tout cas, cette époque charnière, oui. Parce que c'est à la fois la fin de l'occupation et la fin de la guerre, et le début d'une époque dont on a beaucoup de nostalgie, à savoir la reconstruction, les 30 glorieuses, une sorte de modèle un peu rêvé que nos parents, enfin, pour ma génération, avaient. Et je trouve que cette période charnière, elle dit tellement de choses, comment on passe de l'horreur de l'occupation à quelque chose qui a eu l'air de fonctionner, une libération, mais aussi des mœurs, une économie qui avait l'air de fonctionner, qui n'était pas encore financiarisée à l'absurde comme aujourd'hui. Et je crois que c'est cette nostalgie-là que ça dit aussi. On va continuer passage à fêter. Oui. Et vous, Christos Loupéridis, vous pensez que cette transmission va continuer? La question de la mémoire est fondamentale à mes yeux. Mais est-ce que c'est comme ça qu'on va réussir à continuer à se commémorer? On commémore quoi, en fait? Je pense que ce qui est extrêmement important à transmettre, c'est pas une histoire qui est les Allemands étaient méchants et puis ils ont fait ceci. C'est comment est-ce que des femmes et des hommes, à un moment donné, sont amenés à commettre des actes d'une barbarie effroyable, inimaginable. Et personne n'est prémuni de retomber dans les mêmes travers. Et on n'a pas été prémunis. C'est ça qu'on doit transmettre. Et je pense que là-dessus, il y a un travail encore extrêmement important. Tout à l'heure, on parlait du cours de citoyenneté, de philosophie, d'histoire des religions. Je suis totalement d'accord. Et au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, nos deux groupes ont pu travailler sur des approches extrêmement proches. C'est là, il est indispensable, on parlait d'actualité tout à l'heure, sur la montée des haines, des obscurantismes. Ça doit absolument, justement, se rendre compte que quelqu'un de très proche de nous peut tomber, ou nous-mêmes, dans une barbarie, comme on peut être dans un autre camp qui essaie justement d'être alerte et de ne pas accepter n'importe quoi. Camp des justes, Pascal La commémoration, c'est vrai que ça fait rêver, on me l'a raconté, on imagine la liesse, mais aussi la peur, parce que les nazis étaient encore en train de mitrailler. Alors la question qu'il faut se poser, et Héraclite l'a posée il y a très très longtemps, Polémon, Panton, Pater Esti. Je traduis, puisque c'est du grec ancien, je ne sais pas si... Voilà. Il n'y avait pas les sous-titres de près. La guerre est la mère ou le père de toute chose. Ça, c'est la vraie question. Pourquoi déjà depuis autant de temps? Donc la commémoration, c'est aussi une réflexion philosophique. Eh bien, on n'aura pas la réponse aujourd'hui, mais on va passer par contre à nos coups de cœur. En beau grec ancien. Et on va commencer par le coup de cœur d'Ivan Vandenberg. Et vous allez nous parler d'une fête. Oui, moi, mon coup de cœur, c'est la fête qui a lieu aujourd'hui au Parc du Cinquantenaire. Ça s'appelle assez curieusement Jubel. Mais c'est une fête pour repenser, débattre de la démocratie dans l'Europe. On est un peu là sur le même sujet. Ça s'est fait l'année dernière, mais il pleuvait tellement fort qu'il y a eu très peu de monde. J'espère qu'il fera plus beau dans la fin de la journée. Ce qui est sûr, c'est que ça fonctionne depuis longtemps dans les pays scandinaves et baltiques, où les hommes politiques sont confrontés à la population, aux jeunes, pour débattre de la démocratie. Ben voilà, je trouve ça une belle fête. Plutôt sympa. Oui. Mariam Benayad, un livre. Oui, et pas n'importe lequel, un livre d'un confrère du quotidien Le Soir, Marc Meddepenningen, que tout le monde a déjà lu, puisque c'est lui qui raconte les histoires judiciaires de notre pays depuis quelques années. Je ne vais pas dire combien de temps, sinon on va le frustrer. Crime et châtiment. Le titre n'est pas très original, mais il est très... Il n'est pas de lui, le titre, déjà. Il n'est pas de lui, non, mais il ne nous en voudra pas si on dit qu'il a chippé le titre, mais pas les histoires qu'il raconte. Il y en a 25, je crois, au total. Donc c'est très intéressant si on s'intéresse à l'histoire judiciaire de notre pays. C'est bien raconté, c'est du Marc Meddepenningen pour les curieux, pour les amateurs, c'est pas mal. Un autre livre avec Pascal Vrebos. Oui, Patrick Deville, Amazonie, roman, le poumon encrassé qui est en train de brûler, c'est l'actualité. Et c'est un roman initiatique d'un père et son fils en Amazonie, avec beaucoup de sagesse, des évocations de Jules Verne et de Darwin. Finalement, une forme de sagesse du vivant à préserver dans un style exubérant
tropicale comme la forêt. Et Salma Haouach va parler de 2 livres. Elle. Oui, c'est le même auteur, hein, Marie Robert, qui est professeure de philosophie. On a pas mal philosophé aujourd'hui. Donc elle est prof de philo en France, qu'on devrait avoir dans nos écoles, ça serait fantastique. Et donc elle vulgarise des concepts philosophiques qui ont une tendance à être un petit peu obscurs. Moi, elle m'a presque réconciliée avec Descartes, ce qui est quand même compliqué, parce qu'il est quand même la source de quelques mots. Mais en tout cas, le fait d'écarter le doute et d'agir par rapport à la gestion des envies, de notre société de consommation. Enfin, c'est très chouette parce qu'elle explique ça avec des situations de la vie quotidienne. Et qu'est-ce qu'en pense ce philosophe? C'est parfait. Et moi, j'aime beaucoup le jeu de mots quand tu ne sais plus quoi faire. Il te reste la philo. Oui, c'est ça. Donc, c'est Marie Robert. Alors, et moi, je voudrais vous parler de mon coup de cœur. Je crois que c'est la première fois qu'on en fait un comme ça. C'est une vidéo de Laurence Bibot. Et en fait, Laurence Bibot diffuse tous les lundis sur Instagram, sur son compte, des vidéos. Et en fait, elle va chercher dans les archives de la RTBF, elle va chercher un vieux son, en fait, et elle recrée le personnage en réel, en visuel. Alors, elle a déjà fait Amélie Nothomb, ou alors des inconnus qui se retrouvent dans des interviews, interrogés il y a 40 ans. Et ici, elle revient sur le passage de Raoni et Sting quand ils sont venus chez Jacques Bredal. C'était il y a plus de 25 ans. Je vous présente Laurence Bibot en Raoni. J'aimerais demander d'abord au chef Raoni s'il est vrai qu'il ne reste que quelques centaines de milliers d'Indiens comme lui dans l'Amazonie et comment les autres, ils étaient 5 millions, ont disparu progressivement. Como que o seu povo sumiu? Como que eles morreram? Todo o povo seu? O que aconteceu com ele? Há muito tempo que não apareceu branco. Il y a longtemps, il n'y avait pas de blanc chez nous. Não tinha nem doença. Il n'y avait pas de maladie. Não tinha nem pneumonia. Il n'y avait pas de pneumonie. Não tinha nem gripe. Pas de grippe. Não tinha nem sarampo. Il n'y avait pas la rougeole. Alors je vous conseille d'aller voir ça, donc c'est sur son compte Laurence Bibot sur Instagram. C'est pas belge ça? C'est pas belge voilà, ça? c'est tout à fait belge. Voilà. Alors je vais vous demander à tous les deux si vous avez une idée d'une sortie pour dimanche, ou d'un livre, ou d'un film, François De Smet. Pas ce week-end-ci, mais le prochain, il y a la fête de la bande dessinée au Parc Royal durant 3 jours et dans d'autres endroits. Alors, pour les grands, pour les petits, il y a des rencontres, il y a des ateliers. Nous sommes le pays aussi de la bande dessinée. J'ai fait ça plusieurs fois et c'est une fête qui prend de l'ampleur chaque année. Vraiment, c'est une bonne occasion de sortie. Et vous, Christophe Zoutcrédis, 20 secondes. Participé hier à quelque chose de magnifique, c'est l'ouverture d'un théâtre, le Rideau de Bruxelles, ouais. Et puis une petite pub, pique-nique de tous les Ixelloises et tous les Ixellois, le 22 septembre. On essaie de proposer à tout le monde de simplement venir avec leur pique-nique. Chaussée d'Ixelles, bienvenue à tout le monde, pour pouvoir justement mieux se connaître, mieux se fréquenter et ne pas vivre dans le virtuel en ayant peur les uns des autres. Merci à tous, on viendra. Merci aux invités, merci aux chroniqueurs. On se retrouve la semaine prochaine. Lundi, je recevrai Bernard Clairfailly dans l'interview. Bon week-end.